Bienvenue dans cette quatrième activité dans laquelle nous allons discuter des différentes formes techniques. Dans le guide du dessinateur, à la page 38, vous pouvez trouver les différentes formes techniques qui sont expliquées par des images ou des phrases. Nous allons parcourir ensemble certaines qui sont très importantes, notamment ici, pour commencer, l'alésage. Donc un alésage, c'est une partie contenante qui peut être cylindrique ou non. Donc typiquement ici, on parlera d'alésage plus généralement par rapport à un perçage. Ensuite, on peut définir aussi l'arrondi. Donc surface à section circulaire partielle est destinée à supprimer une arête vive. Typiquement ici, ce n'est pas représenté, mais j'en parlerai un petit peu plus loin. On a aussi la boutonnière, j'en parlerai au moment où on verra aussi ça en même temps que le trou oblong. Le chanfrein sera vu également un petit peu plus loin, mais retenez déjà que c'est une petite surface obtenue par suppression d'une arête sur une pièce. Donc on a une représentation d'un chanfrein ici. Donc c'est vraiment le but, c'est de casser l'arête vive que l'on aurait s'il n'y avait pas de chanfrein. Donc d'éviter de se blesser ou de faciliter l'insertion de cette partie mâle dans une partie femelle. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre un petit peu plus loin dans le guide du dessinateur? Le congé, donc ça c'est la partie complémentaire de l'arrondi. On en parle un peu plus loin dans les slides. L'épaulement. L'épaulement, c'est un changement brusque de la section d'une pièce afin d'obtenir une surface d'appui. Donc l'épaulement, on le retrouve ici, et ça va avoir une influence assez importante en usinage, puisque réaliser ceci, c'est quelque chose d'assez compliqué. On retrouve aussi la gorge. Donc la gorge, une gorge, c'est un dégagement étroit, généralement arrondi, à sa partie inférieure. Et vous pourriez avoir des gorges à section carrée, mais alors là, on parle plus de saignée. Le lamage, c'est une chose très importante. Donc c'est le logement cylindrique qui sert en général à venir noyer une vis ou à obtenir une surface d'appui quelconque. Donc le lamage, typiquement, c'est un grossissement de diamètre débouchant sur un perçage. Nous allons aussi décrire ce qu'est le méplat. Ce sera un petit peu plus vu dans les slides suivants. La nervure. Donc la nervure, c'est une partie saillante d'une pièce destinée à en augmenter la résistance ou la rigidité. Donc c'est ce qu'on a ici. La nervure, ça c'est un cas particulier lorsqu'on verra les coupes et sections aussi. On a la saignée. Donc la saignée, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est une entaille profonde et de faible largeur. Trou oblong ou boutonnière, donc c'est un trou plus long que large, terminé par deux demi-cylindres. C'est ce qu'on retrouve ici, on en reparle un peu plus loin. Alors, toujours dans le guide du dessinateur, mais plus loin, page 188 et suivante, on vous décrit ce qu'est un filet et ce qu'est un taraudage. C'est quelque chose qui est fondamental en mécanique. Donc, un filet, c'est une structure hélicoïdale utilisée pour la transformation, rotation, translation. Donc quand on a une vis et un écrou, donc ceci c'est une vis, et ça c'est un écrou, l'ensemble s'appelle un boulon, et donc la vis c'est un élément qui est fileté. Alors ici vous avez l'exemple d'un clapet anti-retour, donc c'est dans tout ce qui est tuyauterie, chauffage, etc. Vous voyez ici un filetage extérieur, donc c'est une partie filetée mâle, et là un filetage intérieur, aussi appelé trou taraudé, donc qui permet d'accueillir une partie mâle. Donc il y a différents types de filets. Le filet rond par exemple, qui permet d'avoir une bonne répartition des contraintes, ou le filet carré, qui permet de transférer beaucoup d'efforts. Donc on voit ici, on a fait une section sur la partie vis et la partie écrou, et on remarque que la section est bien carrée. On a aussi le filet métrique ISO qui est le plus classique. Donc là, on part d'un triangle équilatéral. On voit ici un triangle équilatéral puisqu'il y en a 60 degrés. Donc ça, c'est vraiment très très commun, le filet métrique ISO. Donc on le désigne par un symbole M plus le diamètre nominal. Donc par exemple ici, si on a un filet M24, eh bien c'est un filetage de diamètre 24 mm.
Le taraudage, eh bien, c'est la partie femelle de la vis. Donc c'est ce qu'on va faire dans un écrou, typiquement, pour pouvoir obtenir un boulon. Donc le taraudage est obtenu suite à l'usinage d'un pas de vis à l'intérieur d'un alésage. Il s'agit de la forme complémentaire d'une vis ou d'une tige filetée. Donc ce qu'on va faire quand on veut réaliser un taraudage, eh bien, c'est premièrement faire un perçage à un diamètre plus faible que celui du fond de filet, et puis venir ici avec un outil qu'on appelle un tarot, faire le taraudage en lui-même en une seule opération ou en généralement 3 opérations. Donc à chaque fois, on entaille un petit peu plus profondément. Alors, en dessin technique, on ne va pas s'ennuyer à représenter toujours l'hélice, parce que c'est très fastidieux, et ça prend beaucoup de temps, alors que pour le lecteur ou pour l'utilisateur, ça a peu d'intérêt. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va symboliser par un trait fort le sommet du filet, et par un trait fin le fond de filet. Donc ici, le sommet du filet, c'est bien cette partie-ci. C'est ce que je touche avec mon doigt quand je maintiens la vis. Et le fond de filet, c'est la partie qui se trouve ici en dessous. On retrouve donc ici le trait fort pour le sommet des filets et le fond de filet en trait fin. Donc ça, c'est la représentation qu'on va utiliser en dessin technique. Si je change de vue, eh bien là, je vais me retrouver avec le sommet des filets en trait continu fort. Et attention, le trait ici correspond au fond de filet et on ne le fait qu'à 3/4 de cercle pour simuler le fait que ce soit une hélicoïde. Donc ici, si on a notre métrique 24, eh bien c'est la cote ici sur le diamètre extérieur en trait continu fort. Donc pour bien comprendre, on a symbolisé ici le pied à coulisse, qui est l'instrument de mesure de base en mécanique. Le pied à coulisse sur une partie vis va toucher le sommet des filets, donc le diamètre nominal, et on a représenté ici petit e. Donc typiquement petit e, c'est la différence entre le sommet du filet et le fond de filet. Et en dessin technique, on va l'approximer au dixième du diamètre pour ne pas devoir aller rechercher cette cote précisément et pour pouvoir visuellement être confortable, ne pas avoir les deux traits qui s'approchent de trop. Donc le pied à coulisse ici prend sur le diamètre extérieur qui correspond sur une partie taraudée au fond de filet pour un même métrique. Donc ici vous avez bien le 3/4 de cercle qui se trouve cette fois-ci sur l'extérieur puisque le fond de filet est extérieur sur une partie taraudée. Et vous avez la vue ici de la pièce taraudée. Donc la vue de la pièce, on aura le fond de filet et le sommet des filets qui seront cachés par la matière et donc ça correspondra à des traits interrompus. Alors vous avez deux liens ici vers des compléments sur les filets et les taraudages. N'hésitez pas à la consulter si vous voulez aller plus loin. Il y a également plus d'informations dans le syllabus, notamment la manière de fonctionner, où on vient d'abord avec un forêt faire un perçage jusqu'à une profondeur utile. Vous voyez ici, on reconnaît bien que c'est un perçage puisqu'on a le sommet du forêt qui fait en général 120 degrés qui est représenté. Et puis le tarot qui va pénétrer la matière jusqu'à une certaine profondeur, mais certainement pas jusqu'au bout, puisque vous avez une partie de filet ici qui ne sera pas terminée. Et si on venait essayer de creuser ici, ce ne serait pas possible. Alors, autre élément important, la rainure oblongue. Donc une rainure oblongue, c'est un usinage plus long que large et dont les angles sont arrondis, donc qui se finit par deux demi-cylindres. On voit ici le petit trait gris qui correspond à la liaison tangente entre la partie rectiligne ici et puis le demi-cylindre. On a la même chose à cet endroit-là. Donc faites bien attention, une rainure oblongue, c'est une rainure qui est non débouchante. Alors, comment est-ce qu'on fabrique ceci? Eh bien, on a besoin d'un outil qu'on appelle une fraise. Donc, ça s'exécute en général sur une fraiseuse. Et vous avez la pièce. La fraise descend verticalement et se déplace dans la matière, puis pour se retirer ensuite. Et vous obtenez, par exemple ici, un logement pour venir disposer une clavette. Donc, la clavette qui va par la suite pouvoir permettre de bloquer un élément en rotation.
À l'inverse, le trou oblong, lui, est débouchant. Donc un trou oblong, c'est un usinage qui est plus long que large et dont les angles sont arrondis également. Mais donc, lui, attention, il est débouchant. Le méplat, alors le méplat, c'est une forme qui se fait sur une partie cylindrique. Donc là, on vient aussi fraiser une partie cylindrique et donc on obtient une partie plane à partir d'un cylindre. Voilà ici la transformation quand on l'amène en vue droite. Donc voici ce qu'on va obtenir. Vous avez ici le méplat. Donc là, il y a deux méplats. Lorsque je le vois vu de face ici, c'est la vue de face dans ce cas-là, eh bien j'ai une partie plane, alors qu'ici c'est une partie cylindrique. Donc par convention, le méplat est indiqué par une croix en trait fin. Donc vous voyez ici les diagonales du rectangle sont repassées en trait fin pour bien signaler au lecteur que cette partie n'est pas cylindrique mais bien plane. Donc comprenez bien ici les trois vues de la pièce comprenant deux méplats. Enfin, un assemblage classique. Vous avez un cylindre qui comprend une rainure, qu'on appelle rainure de clavette dans ce cas-ci, puisqu'elle va accueillir une clavette qui est cette pièce-ci. Donc la pièce rouge rentre dans la pièce verte, et la pièce bleue s'insère aussi. Vous voyez que la pièce bleue comporte un perçage, mais également ici un rainurage pour pouvoir faire ici la partie femelle de la rainure de clavette. Donc ça va permettre d'accueillir la clavette. Et donc cet assemblage-ci permet de faire en sorte que lorsque je tourne la pièce verte, eh bien j'entraînerai en rotation le pignon donc d'un engrenage. Alors d'autres éléments particuliers qui ont déjà été cités, notamment le chanfrein. Donc le chanfrein, ça permet ici par exemple de casser une arête vive qui pourrait être coupante, et on peut définir un chanfrein, par exemple ici 5 x 45 degrés. Ça fait en sorte qu'on doit faire une cote ici de 5 et un angle de 45 degrés pour faire une arête plus douce. Ici on a donc deux angles de 45 degrés plutôt que d'avoir un seul angle de 90 degrés comme avant. L'arrondi, donc l'arrondi c'est une surface circulaire partielle et destinée à supprimer une arête vive, tout comme le chanfrein finalement. Et le congé, c'est la même chose mais pour une partie intérieure. Donc c'est une surface à section circulaire partielle destinée à raccorder deux surfaces formant un angle rentrant. Et donc comprenez bien, ici se trouve la matière en gris. Et donc on a ici un évidement comprenant un congé. Et ici la matière est ici, donc on a l'arrondi. Donc dans un sens, la matière est à l'intérieur et dans l'autre sens, c'est un évidement. Le lamage. Alors le lamage, comme on l'a dit précédemment, c'est un perçage à fond plat servant à assurer la portée de la tête d'une vis, d'un écrou ou d'une rondelle. Donc ici, ça sert à venir bien poser l'écrou, ou on pourrait aussi avoir une rondelle à cet endroit-là. Ça permet aussi de noyer des têtes de vis pour ne pas avoir, lors de l'assemblage, quelque chose qui dépasse ici par rapport à la surface comprenant le lamage. Alors les raccordements. Donc ça, c'est une petite technique de dessin qu'on va vous montrer ici, qui vous permet, lorsqu'on vous donne un arrondi, par exemple de rayon de 5, de joindre des parties droites ou des parties circulaires. Donc ici, admettons que j'ai un trait vertical et un trait horizontal correspondant à quelque chose sur ma pièce, et je veux joindre ces deux éléments avec un arrondi de rayon de 5. Le plus simple, c'est de faire la technique que je vais vous expliquer maintenant. On sait qu'on doit faire un rayon de 5. On va donc prendre en premier lieu une parallèle aux deux traits ici, espacés de 5. Donc je trace un premier trait, je trace le deuxième trait et j'obtiens une intersection ici. À partir de cette intersection, je prends mon compas, je le règle sur 5 mm dans ce cas-ci, et je vais tracer un arc de cercle de 5 mm. Comment faire la jointure qui se trouve ici? Eh bien, on se rend compte que ce trait vertical doit se joindre à cet arc de cercle de manière tangente. Et donc ça, le point où on passe d'un arc de cercle à une partie droite va être donné simplement en prolongeant ici les deux traits que nous avions fait précédemment. Donc les deux traits précédents coupent l'arc de cercle à la verticale ou à l'horizontale du point d'intersection.
Il suffira ensuite de prolonger les deux traits donnés pour terminer l'opération. Et donc on a bien ici un angle droit à l'endroit où se joignent les parties circulaires et droites. Comment faire maintenant si on doit relier une droite avec un arc de cercle, avec un rayon de 5 toujours? Eh bien c'est la même méthode, à savoir faire des parallèles et puis positionner son compas à l'intersection. Donc ici il me reste à faire une parallèle au cercle, donc je prends mon compas, je le mets ici sur le cercle de base, je rajoute 5 mm, je trace un arc de cercle qui me permet de trouver l'intersection entre les deux. À partir de cet endroit-là, je vais positionner mon compas toujours réglé sur 5 mm, et puis je peux tracer un arc de cercle et le relier. Alors attention, cette fois-ci on va relier l'intersection avec le centre du cercle pour trouver l'endroit de tangence. Donc il y aura bien à prolonger ensuite le cercle de base pour venir le joindre à l'arc de cercle de rayon de 5, et ici pareil on pourra rallonger. Et donc on obtient bien des liaisons qui permettent d'avoir les arrondis voulus.